Dans le côlon, c'est là qu'on a le plus grand nombre de micro-organismes. Le problème, c'est quand les micro-organismes ou certains micro-organismes remontent vers l'intestin grêle. Et là, ça crée des gaz au niveau de l'intestin grêle, puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand on mange, c'est les résidus de notre alimentation qui vont venir nourrir ces micro-organismes. Et ces micro-organismes, après avoir dégradé ces restes d'aliments, vont produire du gaz. Bienvenue dans Parlons Digestion, le podcast pour comprendre enfin ce que votre ventre essaie de vous dire. Je suis Cécile Caron, praticienne en nutrition fonctionnelle spécialisée dans le bien-être digestif. Je me suis prise de passion pour les pouvoirs extraordinaires de notre ventre et j'ai eu envie de les partager avec la moitié de la population tout de même qui souffre de maux de ventre. Alors restez avec moi pour comprendre les causes de vos troubles digestifs et comment vous en libérer, non seulement pour apaiser les ballonnements, problèmes de transit et autres joyeusetés, mais aussi pour calmer votre esprit, réduire votre stress et retrouver énergie et sérénité. Parce que non, tout ça n'est pas dans votre tête. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Parlons Digestion. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 0 que j'ai fait en guise d'introduction, je vous invite à aller l'écouter pour que vous compreniez un peu pourquoi j'ai eu envie de créer ce podcast, Parlons Digestion, et aussi que vous compreniez mon approche des problèmes digestifs, de cette vision finalement fonctionnelle globale de la santé, et en l'occurrence ici des problèmes digestifs. Mais dans ce premier épisode, donc on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et je vais vous donner des informations très concrètes sur l'une des problématiques les plus courantes quand on souffre de problèmes digestifs, c'est le ventre gonflé. Donc on appelle aussi parfois ventre de femme enceinte. C'est vraiment une problématique qui est très courante et je ne compte plus vraiment le nombre de personnes qui viennent me voir dans ma pratique avec cette problématique-là, entre autres, parfois c'est pas la seule, mais qui viennent me voir avec cette problématique de ventre gonflé et qui ont l'impression, comme elles me disent, d'être enceintes de 5 mois. Donc, j'ai pas les statistiques, je n'ai pas fait d'ailleurs les statistiques, je les ai pas en tête, mais je dirais qu'environ 60% de mes consultants ont cette problématique d'avoir un ventre plus ou moins gonflé. Je vous ai pas encore expliqué mon parcours et ça ne saurait tarder dans l'un des prochains épisodes, mais j'ai moi-même connu les problèmes digestifs et je sais que avoir le ventre gonflé, c'est une sensation qui est tellement désagréable de se sentir comprimé dans ses vêtements ou de devoir porter uniquement des vêtements larges, non pas par choix mais par défaut. Donc déjà, on se sent gêné physiquement par notre corps. On a vraiment l'impression de ne pas être complètement maître de ses mouvements, de ne pas vraiment pouvoir faire tout ce qu'on veut dans ses mouvements, dans son corps. Mais on peut aussi se sentir complexé ou honteux. Donc au-delà du problème d'image que l'on peut renvoyer, on se sent tout simplement mal et on cherche en général des solutions. Alors dans cet épisode, nous allons voir les causes d'un ventre gonflé, puisque oui, il existe des causes profondes et comme je vous l'expliquais dans l'épisode 0, j'ai à cœur, donc comme dans la vision fonctionnelle, en fait, on va vraiment aller chercher les causes de la problématique, donc ici en l'occurrence du ventre gonflé, pour pouvoir agir directement à la cause et pas juste masquer les symptômes. Je vais donc explorer les différentes causes avec vous et restez bien jusqu'à la fin puisque je vais vous expliquer aussi comment vous allez pouvoir vous auto-évaluer. Vous allez voir, j'ai une petite surprise pour vous. Alors déjà pour commencer, c'est quoi finalement avoir un ventre gonflé? J'avais envie de un peu définir ce qu'est vraiment un ventre gonflé, en tout cas un ventre gonflé qui est problématique, pour que chacun d'entre vous puisse se dire « Ok, je rentre dans cette catégorie ou pas » et éventuellement les causes dont je vais parler me concernent ou pas. Ici, dans cet épisode, je ne vais pas parler de prise de poids qui aurait pu se localiser seulement ou pas uniquement au niveau du ventre. Dans ce cas-là, c'est vraiment quand il y a une prise de poids au niveau du ventre, c'est une problématique de graisse ou de cellules adipeuses qui se sont concentrées au niveau du ventre. Donc, on en parlera peut-être dans un des prochains épisodes parce que la cause d'une prise de poids ou d'un ventre gonflé, mais due à une prise de poids ou due à une concentration de cellules adipeuses au niveau du ventre, n'est pas forcément due uniquement au fait que vous ayez mangé plus ou que vous soyez moins dépensé, ce qu'on attribue en général à une prise de poids classique, mais il peut y avoir des causes un peu plus cachées ou sournoises, j'ai envie de dire, avec par exemple un dérèglement hormonal comme un dérèglement d'hormones sexuelles ou un taux de cortisol qui soit trop élevé et qui pourrait expliquer le fait que vous avez tendance à stocker de la graisse au niveau du ventre. Donc ça, c'est une piste dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Aussi, dans cet épisode, évidemment, j'écarte toute cause mécanique, c'est-à-dire que si vous avez des muscles abdominaux qui pourraient être relâchés suite à une grossesse, par exemple,
là, je vous invite à consulter un kinésithérapeute ou un ostéopathe. D'ailleurs, si vous avez déjà exploré pas mal de pistes pour la cause de votre ventre gonflé et que vous ne trouvez pas, et que vous avez exploré les différentes causes dont je vais parler dans cet épisode, je vous invite d'ailleurs à consulter un kinésithérapeute ou un ostéopathe pour vous assurer qu'au niveau physique, mécanique, musculaire, tout est OK. Maintenant, dans cet épisode, on va parler spécifiquement du ventre gonflé qui serait dû à une trop grosse quantité de gaz dans le ventre. Alors, avoir quelques gaz, c'est normal puisque, en fait, quand on mange, les résidus des aliments que l'on a ingérés vont arriver jusqu'au côlon et vont être dégradés par les bactéries ou les micro-organismes de notre microbiote, ce qui produit un peu de gaz. Donc, le microbiote, juste pour vous la faire courte aujourd'hui, parce qu'évidemment, vous en doutez, on va beaucoup en parler dans ce podcast aussi, le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui peuplent notre système digestif. Donc, on peut avoir des bactéries, des virus, des champignons, des parasites, des archées, etc. Et tout ce petit monde constitue notre jungle intérieure. Donc, les bactéries de notre microbiote vont se nourrir des résidus alimentaires de ce qu'on mange et vont produire un peu de gaz. Donc, un peu de gaz, c'est normal, surtout si vous consommez pas mal de fibres, que vous avez une alimentation qui est assez brute ou vous mangez non transformé, donc riche en fibres. Là, jusque-là, tout va bien. C'est possible d'avoir quelques gaz de temps en temps. Je ne mentionne même pas le fait que si vous mangez des topinambours, on sait que c'est assez riche en fibres. Donc là, en général, cela pose problème. Donc, quelques gaz, ça doit passer inaperçu dans notre journée. Si c'est le cas, tout est OK. Maintenant, c'est quand il y a un excès de gaz, quand il y a trop de gaz, que c'est un signe que la situation a dégénéré. Donc, je vais vous donner 8 signes qui montrent qu'effectivement, il y a une problématique, il y a un déséquilibre. Et ensuite, les causes pour que vous puissiez comprendre pourquoi. Les 8 signes, donc pour certaines personnes, ça va être évident puisque vous avez un ventre peut-être de femme enceinte de 5 mois ou vous avez des gaz permanents toute la journée. Dans ce cas-là, c'est que le déséquilibre est là, il est bien installé. Mais pour d'autres personnes, j'avais envie d'évoquer ces 8 signes parce que parfois, c'est un peu plus délicat d'identifier est-ce que vraiment il y a une problématique ou pas. Le premier signe, c'est vous dites souvent que vous avez un ventre de femme enceinte, justement, et vous sentez qu'il y a de l'air, que ça bouge, que peut-être ça fait des bruits, etc. C'est qu'effectivement, il y a trop d'air au niveau du ventre. Deuxième signe, vos ballonnements et gaz deviennent chroniques. Ça, c'est plus une histoire de quelques gaz par-ci, par-là, ou des ballonnements, donc un ventre qui gonfle vraiment de temps en temps, occasionnellement. Là, c'est vraiment chronique, c'est quotidien. Et je rajoute aussi, si vos gaz sont malodorants, là, c'est aussi un signe qu'il y a un déséquilibre. On parlera dans des prochains épisodes. Qu'est-ce que ça veut dire quand les gaz sont odorants ou pas, etc. Tout ça, c'est un signe qui peut nous aider. Troisième signe, vous gonflez après les repas de tous les jours. Donc, pas les repas de Noël, pas les repas excessifs, pas quand vous mangez une raclette, mais vraiment dans les repas de tous les jours, vous gonflez après le repas. Quatrième signe, vous pouvez aussi vous réveiller avec le ventre gonflé. Alors, ce n'est pas systématique. Certaines personnes ont un déséquilibre et pourtant n'ont pas le ventre gonflé le matin, mais d'autres personnes peuvent se réveiller avec le ventre gonflé. Cinquième signe, vous ne rentrez plus dans vos pantalons et vous devez mettre des tailles qui sont élastiques. Sixième signe, vous avez peur de manger certains aliments et vous devez du coup changer vos habitudes parce que vous savez que si vous mangez tel ou tel aliment, ça ne va pas passer, vous allez être mal toute l'après-midi, vous allez avoir le ventre gonflé, etc. Septième signe, vos ballonnements et vos gaz deviennent vraiment handicapants dans votre quotidien et votre vie intime. Là, on n'est plus sur quelques gaz occasionnels, on est vraiment sur quelque chose de très handicapant et quotidien. Et huitième signe, votre ventre gonflé s'accompagne parfois ou tout le temps de douleurs. Donc là, si vous êtes dans ce cas de figure-là, ou l'un de ces cas de figure, vraiment, c'est qu'il y a un déséquilibre qui s'est installé depuis plus ou moins longtemps et je vais vous expliquer maintenant les causes d'un ventre gonflé. Maintenant que je vous ai listé 7 causes que je vais vous expliquer ici, je précise que je ne les ai pas classées dans l'ordre de fréquence ou de probabilité, mais je vais quand même vous dire celles qui sont assez fréquentes, en tout cas que je vois beaucoup dans ma pratique. La première cause, ce sont les intolérances alimentaires. Alors, par intolérance, j'entends vraiment le fait que votre système digestif n'est pas capable de dégrader certains aliments. Je ne parle pas ici d'hypersensibilité alimentaire. Alors, pour ceux qui peut-être connaissent la différence, voilà, ça vous donne une idée. Et je pourrais évoquer dans un prochain épisode, vraiment la différence entre intolérance et hypersensibilité. Mais juste pour que vous sachiez, hypersensibilité, c'est en fait votre système immunitaire qui réagit à un aliment. Et donc, ça peut donner des allergies, les yeux qui grattent, qui pleurent, des problèmes ORL,
avec le nez qui coule, etc. Une intolérance alimentaire, ça donne plus des problèmes digestifs, avec notamment des gaz, un ventre gonflé, etc. C'est vraiment que votre système digestif n'arrive pas à dégrader certains aliments. Et les aliments, en tout cas une catégorie d'aliments qui pose vraiment problème, ce sont les produits laitiers. Parce que dans les produits laitiers, il y a du lactose, donc c'est le sucre des produits laitiers. Et ce sucre, il est normalement digéré par une enzyme qui s'appelle la lactase. Maintenant, alors pour vous donner une idée, une image un peu, c'est un peu comme dans le jeu Pac-Man. Ceux d'entre vous, pour les plus anciens, qui connaissent le jeu Pac-Man, c'était un petit personnage jaune qui venait manger les ennemis dans le jeu et qui passait dans les couloirs et qui allait manger les différents ennemis. La lactase, c'est un peu pareil, c'est un peu comme un Pac-Man qui va venir digérer le lactose et pour le dégrader et qu'il ne pose pas de problème dans le système digestif. Donc le lactose, comme je le disais, c'est un sucre. Le sucre, s'il n'est pas digéré et dégradé correctement et utilisé par le corps, il va fermenter. Donc, si vous ne digérez pas les produits laitiers parce que vous n'avez pas assez de lactase, cette enzyme, en sachant que plus on vieillit, moins on a de lactase, puisque normalement, les produits laitiers, le lait est censé nourrir le bébé chez tous les mammifères, et l'être humain est un peu le seul mammifère qui continue à manger du lait et des produits laitiers à l'âge adulte, alors qu'on n'a plus trop les enzymes pour le dégrader. Donc, ça peut poser problème chez pas mal de personnes. En sachant qu'il y a quand même des produits laitiers, certains produits laitiers qui sont au lait cru, qui sont affinés. Plus il est vieilli, plus le fromage, par exemple, est vieilli. Ou dans les produits laitiers fermentés, moins ça pose de problème. Bref, c'est un autre sujet. Donc, j'ouvre une autre porte pour un prochain épisode. Mais si vous n'avez pas assez de lactase, ce lactose qui vient des produits laitiers va fermenter dans votre système digestif et va créer des gaz, va créer un ventre gonflé, peut entraîner de la diarrhée, voire des nausées. La deuxième catégorie d'aliments qui peut poser problème et générer des intolérances alimentaires, c'est le gluten, puisque le gluten, donc cette molécule, peut entraîner aussi une hypersensibilité alimentaire. Mais le gluten, le problème, c'est que quand c'est un gluten moderne, enfin une céréale ou une préparation transformée qui contient du gluten, mais qui n'est pas naturelle, donc là où je veux en venir, c'est si vous mangez du pain au petit épeautre, du pain au levain, du pain au seigle, du pain avec une farine ancienne qui a été fait avec du levain, c'est-à-dire que ce sont des bactéries qui viennent digérer en partie le gluten. Là, ça ne devrait pas poser problème dans ces cas-là, en tout cas chez la majorité des personnes. Maintenant, si vous consommez une pâte à pizza, si vous consommez des pâtes industrielles que vous achetez dans les magasins ou des biscuits, bref, toutes ces préparations qui ne sont pas anciennes, ancestrales, naturelles et qui contiennent pas mal de gluten, là, ça peut vraiment poser problème. Et c'est fréquent dans ma pratique que je vois des personnes qui tolèrent très bien des produits qui contiennent du gluten, mais qui sont naturels ou en tout cas qui ont été fabriqués un peu dans les règles de l'art, j'ai envie de dire. Donc, soit c'est des farines qui contiennent moins de gluten ou une forme plus ancienne ou qui ont été préparées avec du levain, comme je le disais, qui va digérer le gluten. Donc, dans ces cas-là, c'est fréquent que ces personnes-là digèrent ces produits plus ancestraux, plus naturels, mais beaucoup moins les produits industriels. Donc, des personnes qui vont, quand elles vont sortir, manger, faire des apéros entre amis, manger au restaurant, etc., manger du pain blanc, tout ça, ça va les faire ballonner, alors que le reste du temps, ça passe. Et troisième catégorie, c'est tous les aliments qui contiennent de l'histamine ou qui sont riches en histamine. Donc pareil, j'ai pas le temps là de rentrer vraiment dans les détails de ce qu'est l'histamine, quels sont ces aliments, etc. Mais pareil, ça pourra faire l'objet d'un prochain épisode. Mais l'histamine, en fait, vous allez la retrouver principalement dans tous les aliments qui sont vieillis, fumés, fermentés, affinés. Donc tout ce qui est fromage affiné, alcool, tout ce qui est chocolat, tomates, ce qui n'est pas spécialement affiné, fermenté, mais la tomate est riche en histamine. Tout ce qui est en boîte, en bocaux, en conserve, donc les petits poissons gras aussi, les sardines, les maquereaux qui sont en conserve, le thon en conserve, bref, tout ça, tout ce qui est vieilli, affiné ou fumé va générer beaucoup plus d'histamine et là, ça peut créer aussi des gaz ou un ventre gonflé. Deuxième cause, c'est que peut-être vous avalez tout simplement trop d'air. S'il y a trop d'air au niveau du système digestif, c'est peut-être que vous avalez trop d'air. Donc, soit vous mangez trop vite, soit vous parlez en mangeant, soit vous buvez des boissons qui sont gazeuses, donc par définition qui contiennent du gaz, ou vous avez aussi, c'est possible, vous avez un mauvais positionnement de la langue et de la bouche au moment de la déglutition. Donc là, c'est pas du tout mon domaine, mais je vous conseille de consulter une orthophoniste qui pourra faire un diagnostic et vous dire effectivement
si vous déglutissez correctement, si la langue est bien positionnée, etc. Troisième cause, c'est que vous ne mastiquez pas suffisamment. Donc là, je l'expliquerai plus tard, mais le système digestif, il faut savoir que c'est un peu comme un train avec différents wagons. Et donc, le premier wagon, c'est la bouche. Si vous ne mastiquez pas assez dans la bouche, c'est un peu comme si vous commencez à faire dérailler tous les autres wagons du train du système digestif. Il faut que chaque étape soit bien menée, soit bien faite pour que la suite se passe bien. Si vous ne mâchez pas assez, c'est-à-dire que si vous mâchez vraiment 3 fois chaque bouchée, puis que vous avalez, qu'il reste des morceaux qui n'ont pas été mastiqués, si vous avalez et que votre bouchée n'est pas réduite en bouillie, c'est que vous ne mâchez pas suffisamment. Et ça peut créer ensuite des gaz plus loin dans le système digestif. Quatrième cause, vous avez de l'inflammation intestinale. Donc, vous avez une inflammation au niveau des intestins à cause donc d'une alimentation qui est déséquilibrée. Vous ne mangez pas ce qui vous convient, vous mangez trop transformé, vous ne mangez pas d'une certaine catégorie d'aliments, vous la mettez de côté, ou vous mangez ultra transformé. Vous avez peut-être aussi des carences micronutritionnelles, donc je pense en particulier à tout ce qui est matières grasses, les bonnes matières grasses, les oméga 3. Vous savez, les oméga 3, c'est cette catégorie de matières grasses que l'on retrouve dans les petits poissons gras, principalement harengs, truites, anchois, maquereaux, sardines, etc. Et on les retrouve aussi dans des végétaux. L'assimilation n'est pas forcément aussi optimale, mais en tout cas, on la retrouve par exemple dans le lin, dans les noix, dans les graines de chia, on le retrouve dans les graines de chanvre. Voilà, donc ça, c'est si vous avez une carence, par exemple, en oméga 3, vous risquez d'avoir plus facilement de l'inflammation, mais l'oméga 3 est seulement, je cite celui-là, parce que c'est souvent le plus connu pour gérer l'inflammation. Mais évidemment, il y en a d'autres. Si vous avez des carences en zinc, en vitamine D, etc., vous risquez d'avoir plus facilement de l'inflammation. Si vous ne mangez pas assez de bonnes graisses, si vous ne mangez pas assez de protéines, etc., vous risquez d'avoir une inflammation au niveau intestinal. Aussi, si vous avez une mauvaise communication intestin-cerveau, vous risquez aussi d'avoir de l'inflammation au niveau intestinal. Donc, la communication intestin-cerveau, qu'est-ce que c'est? Vous savez peut-être qu'on appelle le ventre le deuxième cerveau. Et ce deuxième cerveau communique en permanence avec notre cerveau de la tête. Et il y a une communication donc permanente entre ces deux sphères, ces deux organes. Et quand cette communication ne se fait pas bien, notamment parce qu'il y a un système nerveux qui est dérégulé, je vais en parler juste après, vous pouvez avoir de l'inflammation intestinale, mais pas que intestinale. Malheureusement, ça va se répandre dans tout le reste du corps et vous risquez aussi d'avoir une inflammation au niveau du cerveau, c'est-à-dire que vous risquez d'avoir du brouillard mental, de la déprime, de la dépression, de l'anxiété, etc. Cinquième cause qui est liée au point précédent, au point 4, c'est que vous avez une dysbiose, c'est-à-dire que votre microbiote, dont je parlais tout à l'heure, votre jungle intérieure en quelque sorte, n'est pas équilibré et certains micro-organismes sont surreprésentés et d'autres sous-représentés. C'est-à-dire que dans votre écosystème intérieur, si vous imaginez une forêt vierge, il y a vraiment un équilibre entre les différentes espèces, les différents organismes qui vivent dans cette forêt et chacun s'entraide ou chacun maintient les autres familles à sa juste place. Donc, personne ne prend vraiment le dessus, il y a une entraide qui se fait, etc. Il y a vraiment cet équilibre. Le problème, quand il y a une dysbiose, c'est que votre microbiote, justement, certains micro-organismes vont s'appauvrir, d'autres vont prendre le dessus. Et c'est parfois pas forcément des micro-organismes qui sont pathogènes, ça peut être des micro-organismes qu'on appelle opportunistes, c'est-à-dire qu'ils sont présents dans votre microbiote quand il est équilibré, mais quand il y a un déséquilibre qui se fait, c'est ces micro-organismes-là qui vont prendre le dessus. C'est typiquement le cas de quand on a une candidose, c'est spécifiquement une sorte de levure ou de champignon qui prolifère. Donc, quand peut-être vous avez déjà entendu le Candida albicans, c'est une sorte de levure qui va proliférer. Donc, lui, c'est vraiment une levure, un champignon qui est opportuniste. Et quand il y a un déséquilibre, parce que, par exemple, vous avez une alimentation qui est déséquilibrée ou qui est devenue déséquilibrée, ou vous avez pris des antibiotiques ou des anti-inflammatoires ou une sorte de médicament quelconque, ça a déséquilibré votre microbiote. Il y a d'autres raisons, mais ça a déséquilibré votre microbiote. Et là, ce champignon, cette levure, a proliféré. Ça peut être le cas aussi si vous avez un SIBO. Donc, peut-être vous avez déjà entendu SIBO, c'est une prolifération de bactéries au niveau de l'intestin grêle.
C'est-à-dire que la plupart de vos micro-organismes devraient être situés au niveau du côlon. Donc, vous avez l'estomac, on reviendra sur la physiologie plus tard, mais sur l'anatomie, mais on a l'estomac, on a l'intestin grêle et ensuite on a le côlon. Dans le côlon, c'est là qu'on a le plus grand nombre de micro-organismes. Le problème, c'est quand les micro-organismes ou certains micro-organismes remontent vers l'intestin grêle. Et là, ça crée des gaz au niveau de l'intestin grêle, puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand on mange, c'est les résidus de notre alimentation qui vont venir nourrir ces micro-organismes. Et ces micro-organismes, après avoir dégradé ces restes d'aliments, vont produire du gaz. Si vous avez trop de micro-organismes au niveau de l'intestin grêle qui n'est pas fait pour accueillir autant de gaz et autant de micro-organismes, le problème, c'est que vous allez avoir un intestin grêle qui va être distendu et ça fait très mal parce qu'on n'est pas censé avoir un intestin grêle qui est comme ça poussé, gonflé par le gaz. 6e point, vous êtes trop stressé ou vous avez un système nerveux qui est dérégulé. Alors, il faut savoir que pourquoi je parle de système nerveux, puisque dans le système nerveux, on a un peu 2 modes d'action. On a le mode d'action sympathique, c'est-à-dire l'accélérateur du système nerveux, et puis on a le parasympathique, donc celui qui va freiner, décélérer. Normalement, toute la journée, on doit un peu jongler entre ces 2 états-là, c'est-à-dire qu'il y a un danger, il y a un coup de stress, hop, on appuie sur la pédale d'accélération, donc on fait intervenir le système nerveux sympathique. Mais normalement, quand cette phase de danger, de stress, cette phase aiguë est passée, on doit retourner dans le parasympathique, qui est la phase ou l'état du système nerveux qui est propre au repos, à la digestion, à la régénération du corps. Le problème, c'est que dans notre société, on a tendance à être beaucoup trop stressé et on a tendance à ne jamais s'arrêter, à avoir un mental à 1000 à l'heure, à faire trop de choses, à avoir un emploi du temps surchargé, bref, à être toujours en fait en sympathique. Et on ne passe jamais dans ce système nerveux, ou très rarement, ou pas très souvent, ou pas assez souvent, dans ce système nerveux parasympathique qui est propre, comme je le disais, à la régénération, au repos, à la digestion. Donc, vous ne pouvez pas, je répète, vous ne pouvez pas digérer correctement si vous êtes stressé et toujours en mode go, 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 je ne m'arrête jamais. Vous ne pouvez pas digérer correctement, c'est pas possible. Donc ça, c'est vraiment une cause très fréquente d'un ventre gonflé, c'est quand on ne s'arrête jamais et que notre système nerveux, il est dérégulé. Alors parfois, il faut réorganiser un peu notre façon de faire, notre emploi du temps, notre vision des choses, etc. Je précise aussi qu'on peut avoir un système nerveux dérégulé parce qu'on a vécu des traumas qui sont restés imprimés dans notre système nerveux et qu'on n'a pas réussi à dépasser ces traumas. Donc, ils sont toujours là et ils dérégulent notre système nerveux. Et vous l'aurez compris, donc si vous êtes dans ce système nerveux sympathique trop souvent, vous avez un système nerveux dérégulé, vous ne pourrez pas bien dégrader vos aliments et donc vous allez avoir une digestion partielle qui va créer des gaz et un ventre gonflé. Et 7e et dernier point, c'est un manque de mouvement. Alors, je parle de manque de mouvement au sens large, c'est-à-dire effectivement, soit vous êtes trop sédentaire et vous ne bougez pas assez, donc forcément, il faut savoir que pour que votre digestion se fasse correctement, il faut qu'on bouge, il faut qu'on respire correctement. Si on est trop figé, on ne bouge pas, forcément, tout va être figé dans le système digestif, ça ne va pas progresser correctement et ça va stagner. Donc, soit vous êtes vous-même trop sédentaire, soit vous n'êtes peut-être pas sédentaire, vous bougez, etc. Mais par contre, votre système digestif, il est trop lent, donc il est en quelque sorte sédentaire et ça peut créer de la constipation. Évidemment, donc les matières, comme je le disais, vont pas descendre correctement dans le système digestif, elles vont descendre de manière trop lente, elles vont stagner. Et vous le savez, quand on ne sort pas ces poubelles et qu'on a tendance à accumuler des poubelles, ça fermente, ça putréfie, ça crée des gaz, etc. Donc ça peut être une cause aussi d'un ventre gonflé, de trop de gaz créés au niveau du système digestif, c'est parce que votre digestion elle est trop lente et vos matières stagnent, donc vous avez une sorte de constipation. Voilà les 7 causes les plus fréquentes d'un ventre gonflé que je voulais aborder dans cet épisode. Et je vais m'arrêter là pour ce premier épisode parce que ça va commencer à être un peu long, mais je sais que c'est pas toujours évident quand on est seul, on n'est pas accompagné de trouver, de savoir quelle est la cause qui nous concerne. Donc peut-être vous m'écoutez et vous vous dites, ok, mais alors moi je sais pas, est-ce que c'est la cause 1 et 2 ou 4, je sais pas trop. Bref, donc c'est pour ça que j'ai créé un quiz gratuit spécifiquement pour le ventre gonflé, les ballonnements. Et vous pouvez répondre donc en moins de 10 questions. Vous avez un résultat qui est beaucoup plus personnalisé où je vais vous expliquer en vidéo quel est votre profil principal
et donc quelle est probablement la cause ou les causes principales de votre problème digestif, de votre ventre gonflé, et ensuite ce que vous pouvez commencer à mettre en place. Donc pour accéder à ce quiz, je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Et puis, n'hésitez pas à me faire un retour sur cet épisode ou sur le quiz dans les commentaires, ou si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée en fonction de quand vous m'écouterez, et je vous dis à bientôt.